Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Éric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 9, l'animal dans la littérature. Épisode 72, l'animal dans les littératures romantiques. Sublime, forcément sublime. Dans la préface de Cromwell, Victor Hugo fait de l'association improbable du sublime et du grotesque un des marqueurs esthétiques du romantisme. Eh bien, l'animal lui-même va porter donc cette esthétique. La représentation de l'animal dans cette littérature romantique obéit en effet à cette requête. Tantôt sublime, tantôt grotesque, l'animal incarne l'esthétique romantique. Les poètes et les romanciers vont assumer complètement l'anthropomorphisme qui est en arrière-plan de cette utilisation, mais aussi et surtout la dimension symbolique de l'animal qui devient alors évidemment allégorique. De fait, c'est la métamorphose qui va devenir cette fois-ci métaphore, ou plus exactement, c'est la métaphore qui va accomplir la métamorphose. Alors trois exemples pour l'illustrer, trois exemples très importants, bien connus. Je pense d'abord évidemment à la mort du loup d'Alfred de Vigny dans Les Destinées. Les derniers vers de la mort du loup. Le loup a été chassé, et donc il se trouve encerclé par les chasseurs. Je cite le texte. Alors, il a saisi, dans sa gueule brûlante, du chien le plus hardi, la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer. Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds, à rouler. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc, jusqu'à la garde. Le clouait au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt, sans jeter un cri. Ce dernier vers est extrêmement célèbre, refermant ses grands yeux, meurt, sans jeter un cri. Le loup incarne ici cet idéal aristocratique d'un poète qui n'est plus fait pour le prosaïsme du monde moderne et qui trouve dans le silence, finalement, son ultime expression. Je pense aussi à cet extrait de La Nuit de mai de Musset avec la très fameuse anecdote du pélican. On connaît l'envoi du texte. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage dans les brouillards du soir, retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage, en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie, en secouant leur bec sur leur goitre hideux. Lui, gagnant à pas lents une roche élevée, de son aile pendante, abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, il regarde les cieux. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte. En vain, il a des mers fouillé la profondeur. L'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père, dans son amour sublime, il berce sa douleur, et regardant couler sa sanglante mamelle sur son destin de mort, s'affaisse et chancelle, ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Alors elle est terrible, cette allégorie du poète qui nourrit ses lecteurs de ses propres entrailles, de sa propre souffrance. Cette allégorie qui fait en quelque sorte du poète un nouveau Christ et de l'acte poétique un ultime sacrifice. Et puis enfin, une dernière anecdote, bien connue elle aussi, une chose vue, une chose observée lors d'un voyage en mer. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid.
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors là, la comparaison, le poète est semblable au prince des nuées, la comparaison est explicite, elle est explicitée bien sûr par Charles Baudelaire dans ce texte qui s'intitule L'Albatros et que nous connaissons tous, et qui est travaillé justement par cette opposition entre le sublime et le grotesque. À l'instar du poète, l'animal est à la fois sublime, donc il plane, il est beau, il est majestueux dans le ciel, et en même temps grotesque, ridicule, donc laid, comique, et torturé par les hommes qui ne sont que des compagnons de voyage, à l'instar de l'animal qui n'est qu'un compagnon pour l'homme qui le domestique.